Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast d'Instant Phileas. L'histoire connaît de grandes tendances que certains qualifient même de cycles. Or, ne sommes-nous pas en train d'observer, avec des changements bien sûr, un retour à la situation particulière des années 1930 et surtout des crises qui ont alors été vécues? La première fois que nous voyons cela, c'est-à-dire que ce fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Le 24 mars 2020, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a prononcé publiquement « Ce que nous vivons n'a pas d'autre comparaison que la Grande Dépression de 1929 ». Alors ce sont effectivement des chiffres vertigineux parce que c'est une crise économique vertigineuse. Et je crois ne jamais avoir caché aux Français que cette crise était une crise qui ne pouvait avoir d'autre comparaison que la grande récession de 1929. Et au même moment, en Australie, le Premier ministre Scott Morrison, alors qu'il s'exprimait devant le Parlement australien, a évoqué le spectre de la Grande Dépression des années 1930. Le président Macron, en 2018, parlait d'une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale. Le parallèle entre les années 30 et aujourd'hui est plus que jamais d'actualité, et pas seulement si l'on considère la crise économique qui s'annonce. En effet, pour le professeur Olivier Dard, professeur à Sorbonne Université et spécialiste des années 30, la crise de 1929 est avant tout une crise polymorphe, à la fois économique certes, mais également politique et institutionnelle, sans oublier la montée des tensions internationales. Il est donc important, avant de se prononcer sur la pertinence de la comparaison entre les années 30 et le début de ce millénaire, d'étudier une par une les différentes facettes de cette crise complexe, et d'établir un parallèle pour chaque aspect, si cela est possible. Qu'est-ce que fut la crise des années 30 sinon une crise avant tout économique ? Cette crise économique majeure, sans être la première ni la dernière, mit des millions et des millions de personnes au chômage simplement aux États-Unis. Jacques Binoche en rapporte 13 millions dans son livre Histoire des États-Unis paru en 2003. En Allemagne, le taux de chômage atteint plus de 25% de la population active en 1932. La crise fut si violente que l'économiste Auguste de Teuf écrit le 1er mai 1936 « Le libéralisme est mort ». Le libéralisme fut certes blessé, mais ne s'était pas éteint. Cependant, il suffit d'un siècle pour que les économistes tuent à nouveau le libéralisme. François Linglet écrit ainsi dans la fin du cycle libéral « Le libéralisme est mort, sans combat, et, plus surprenant encore, sans débat ». Peut-on prévoir l'avenir en plaquant sur les temps qui viennent la mécanique observée dans le passé ? Le cycle libéral, dites-vous, en 2019 est en train de se terminer. Qu'est-ce qui va se passer ? Si on suit justement ce qui s'est passé lors des précédents retournements de cycles libéraux qui ont précédé, parce que c'est une vieille histoire qui date de l'histoire du capitalisme, du début du capitalisme, on entre dans un cycle idéologique très différent. Les inquiétudes des économistes, les parallèles faits par les puissants entre les deux crises ne sont pas sans faire appel à une histoire cyclique, nous plongeant directement près d'un siècle après dans les années 30. Cependant, nul doute que la crise des années 30 fut également politique. Politique que nous pourrions décrire avec un vocabulaire que nous côtoyons quotidiennement. Montée des extrêmes, communautarisme, repli sur soi. Le parallèle entre notre paysage politique et celui des années 30 est flagrant. Le rejet des partis traditionnels par des alliances afin de renverser les partis modérés qui n'ont pas fait leurs preuves en est un parfait exemple. Pascal Blanchard, historien, chercheur au laboratoire Communication et Politique et co-auteur du livre Les années 30 et si l'histoire recommençait, met en lumière le parallèle d'Oriot et Le Pen dans la catégorie des figures de la droite cherchant à renverser les partis traditionnels. Cependant, Blanchard n'est pas le seul à dresser ce parallèle. Robert Paxton, grand historien, n'hésite pas à dresser un parallèle entre Trump et Mussolini. Quand ce dernier, Mussolini, commence à organiser son mouvement, le mouvement fasciste des débuts souhaite redonner sa grandeur à l'Italie. Un discours qui n'est pas sans rappeler le fameux « Make America Great Again ». Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Paxton va encore plus loin et dresse un brillant parallèle entre Bloom et Obama. La victoire du Front populaire en 1936 amène au pouvoir le premier président du Conseil socialiste et juif de la Troisième République, Léon Blum.
Il a continué longtemps à cristalliser la haine de toute la droite française comme un des principaux symboles de ce que le gouvernement de Vichy souhaitait se débarrasser, écrit-il. Un autre parallèle qu'il est essentiel de faire, ou du moins de questionner, est celui de la violence. Comment l'évoquer en 2020 sans France, sans penser aux Gilets jaunes, ce vaste mouvement populaire accompagné par un nombre impressionnant de violences, aussi bien physiques que verbales. Tout le problème, c'est que Macron, il adore les puissants, il adore les grands patrons. Voilà, et voilà c'est pourquoi on en arrive là. Quel autre moment conduisit la République à vaciller au point de presque tomber sous la pression de la rue ? On pense bien évidemment à la crise du 6 février 1934. C'est le prétexte. Au cri de vive Chiappe, Daladier démission, les croix de feu et les ligues s'ébranlent pour descendre les Champs-Élysées. Là encore, les commentateurs n'hésitèrent pas à faire le lien, bien qu'il soit essentiel de rappeler que les ligues étaient des organisations bien mieux structurées que les Gilets jaunes, qui sont un mouvement, un accord tacite entre personnes partageant une même colère. Après la crise économique et la crise politique, il est essentiel de parler de la crise internationale. Certes, nous ne sommes pas dans la situation de septembre 1939, cependant pour Pascal Blanchard, le parallèle le plus pertinent entre la situation actuelle et les années 30 réside dans la mise en place de certains mécanismes internationaux. On assiste à une montée des populismes ainsi qu'à l'avancée de l'impérialisme chinois de nos jours, tout comme l'impérialisme japonais s'étendait à l'époque. Blanchard n'hésite pas non plus à émettre un parallèle franc entre la guerre civile en Syrie et la guerre d'Espagne. Rappelons-le, la guerre en Syrie a fait intervenir aussi bien les États-Unis que la Russie, l'Europe ou la Chine, sorte de conflit par armée interposé entre les puissances dites démocratiques et les puissances dites autoritaires de notre monde. Amorcé en mars, dans le sillage du printemps arabe, le conflit syrien s'est transformé en une guerre civile, confessionnelle, aux intérêts complexes, impliquant une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux. Près de 5 ans et demi plus tard, le territoire syrien apparaît morcelé, occupé par différentes factions armées, dont les idéologies s'opposent. La guerre d'Espagne, elle aussi d'abord civile, s'est étendue au niveau international via l'engagement des brigades internationales regroupant des soldats de 53 nationalités différentes, ou encore les aides militaires parfois directes de l'URSS, l'Allemagne, par la Légion Condor, ou encore de l'Italie. De plus, les tensions ethniques, à l'image de la haine des 4 États confédérés de Maurras, les Juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques, pourraient sans difficulté être mis en miroir avec le formidable essor des théories complotistes, notamment par le biais d'Internet ou encore avec la crainte mêlée de haine des musulmans et plus généralement des étrangers qui s'est encore amplifiée avec la crise migratoire de 2015 et les vagues d'attentats sur l'Occident. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Cependant, il est important de citer le professeur Olivier Dard, pour qui le principal point de comparaison entre les deux époques est tout autre. Selon lui, il s'agit avant tout de l'atmosphère de peur et d'angoisse qui s'y développe. La peur d'un monde qui avance vers l'inconnu, la peur de la crise climatique, la peur de la perte de contrôle des États. Il apparaît maintenant clair que de nombreux parallèles existent entre les deux périodes. Mais en même temps, il est essentiel de rappeler que la France des années 30 est très différente de la France d'aujourd'hui, disait Olivier Dard sur RFI en 2017. C'est en effet un pays essentiellement rural, avec une forte politisation à l'époque. Et en effet, les élections sont alors beaucoup plus suivies qu'aujourd'hui, et les partis réunissaient une masse d'adhérents beaucoup plus importante. Rappelons par exemple le Parti communiste, ou les organisations d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Il faut voir que les répétitions historiques ne sont jamais parfaites, et que les parallèles sont à relativiser. Tout ça pour dire, la situation des années 1930 garde des caractéristiques propres qui n'ont pas de reflet dans la situation actuelle. Malgré tout, cette situation, notre situation, est pour le moins préoccupante à cet égard, comme le montre un sondage IFOP mené en 2018. Ce dernier évaluait à 41% la part de Français qui seraient tentés, tenez-vous bien, de confier la gestion du pays à un pouvoir politique autoritaire. Ce sondage de 2018 semble répondre à celui du Petit Journal mené en novembre 1934. Ce quotidien conservateur demandait alors à ses lecteurs si la France avait besoin d'un dictateur, qui désigneriez-vous ?
Et on ne peut alors que sentir un léger froid nous parcourir le dos lorsqu'on sait que Pétain et Laval furent les 2 noms les plus mentionnés à l'époque. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux. Et puis nous vous souhaitons à très bientôt et bon confinement.